Yo, c'est Sanka. Parlons peu, parlons bien. Bienvenue dans VPS Talk. Pour ce second épisode de VPS Talk, nous allons nous attaquer à un sujet compliqué, un sujet où il y a de l'encre qui a coulé, un sujet où il y a de la sueur qui a coulé, et où surtout les euros ont coulé. Parlons peu, parlons bien, parlons d'argent, parlons de money, parlons de transfert, et parlons de records. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui j'ai envie de parler des records de transfert dans le football forcément, et de ce qui fait qu'un transfert va être noté comme flop ou comme top. Et on va essayer de se rappeler les 10 transferts les plus mémorables dans le côté onéreux de la chose, pour faire en sorte d'avoir un comparatif entre le moment où le transfert s'est fait et actuellement, et ce que l'on peut en dire. En 10e position, je viens de voir que c'était le bon vieux Eden Hazard, transféré de Chelsea vers le Real Madrid. Tout cela se faisant en 2019, le 1er juillet d'ailleurs. Donc très très tôt. Eden Hazard qui n'a jamais caché son amour pour les Jorge Blancos. Pour les Madrilènes. Mais qui surtout a dû partir de Chelsea à un moment où il avait tout accompli plus ou moins dans sa tête, dans l'image qu'il a donnée au club, dans l'image qu'il a donnée surtout à l'équipe. Il avait plus ou moins tout fait. Mais il est parti aussi en laissant quand même un très bon pactole sur la table avec 115 millions d'euros qui ont été encaissés, tac. D'ailleurs, en plus, je ne sais pas si c'est en euros ou en livres plutôt, mais qui ont été laissés comme ça, gentiment, sur la table de Abramovich à l'ancienne, qui a pu faire en plus après, voilà, en sorte de remplacer plus ou moins bien ce joueur-là. Du coup, avec un regard extérieur, que peut-on penser de ce transfert hein? Est-ce que pour vous c'est un top ou un flop? Si on doit l'expliquer ou si on doit en parler rapidement maintenant, on est totalement d'accord pour dire que c'est un flop au simple fait que Eden Hazard n'a pas joué avec le Real Madrid. Citez-moi un match déterminant fait par Eden Hazard au Real Madrid. Voilà. Tout cela pour dire que malheureusement il n'a pas eu la carrière souhaitée au Real Madrid. Il est arrivé assez tard quand même, mine aussi d'un point de vue de l'âge. Mais à un moment donné, quand tout ne matche pas pour toi d'un club à l'autre, c'est compliqué de s'en remettre. Et maintenant, voilà, il est parti sereinement, avec le sentiment du devoir accompli, au moins dans sa carrière, dans la globalité. Et j'espère que quand même, on retiendra son passage à Chelsea plutôt que l'inverse, parce que en prenant du recul, c'est un flop. Mais quand on était sur le moment, tout le monde disait que c'était le transfert du siècle. Tout le monde se disait que voilà, Ronaldo parti, etc., etc. Il y avait de la place, il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'Eden Hazard ce soit la pièce maîtresse de cet échiquier du Real de Madrid. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est un petit transfert qui s'est fait, non pas sans mal, mais qui n'a pas donné le résultat escompté. Ensuite, vous imaginez bien, du coup, c'est forcément le seul et l'unique Cristiano Ronaldo transféré du Real Madrid à la Juventus pour la coquette somme de 117 millions d'euros, pile poil, encore une fois. Tout cela, c'est calculé approximativement. On n'a pas les détails concrets du transfert, on n'a pas les tenants, les aboutissants du transfert, mais on sait que grosso modo, c'était autour de 117 millions d'euros. Un transfert qui était logique aussi à ce moment-là parce que la Maison Blanche, comme on l'appelle, on va dire ça comme ça, ne souhaitait pas donner les prétentions salariales que exigeait Ronaldo. Il avait aussi tout gagné, hein, les Ligues des Champions, les championnats, etc. Le Pichichi, comme on dit, tout ça. Il avait tout fait. Et il arrivait à un moment où même lui, peut-être qu'il sentait, comme il avait fait à Manchester United, comme il avait fait aussi au Sporting Portugal, qu'il avait plus ou moins tout fait dans sa carrière à ce niveau-là et qu'il devait juste faire autre chose dans un autre continent. Parce que vu qu'on le compare forcément souvent à Lionel Messi, forcément, à un moment donné, Messi, qui a fait plus ou moins toute sa carrière au FC Barcelone, Ronaldo, lui, a toujours été un peu davantage baroudeur, hein, voilà, comme actuellement ce qu'il fait à Nasser. Ça a toujours été quelqu'un qui aimait les challenges, les défis, et prouver à tout le monde qu'il se trompait. Comme il a fait quand il retourne à Manchester United assez récemment, et comme il a fait là en allant à Nasser, alors que plus ou moins personne ne voulait y aller. Ça a toujours été le pionnier là-dedans, dans sa manière d'être. Maintenant, que penser du coup du transfert après coup?
et bah, il faut penser aux Juventini, il faut penser aux supporters de la Juventus. Qu'en pense-t-il? Et de ce que j'ai pu voir à droite et à gauche, au final, ils en sont assez contents. Ils auraient voulu le garder, mais le problème était qu'il n'est pas arrivé dans le plus grand des Juventus. Il suffit pas d'avoir un des meilleurs joueurs du monde pour que l'équipe se mette à gagner des Ligues des Champions, des Scudetto, des Scudetti, vous avez compris, etc., etc. Mais voilà, après coup, on se dit que c'était un transfert assez honorable pour les deux équipes, parce que ça permet au Real Madrid de faire l'après Ronaldo et la Juventus d'avoir un renouveau aussi. On continue, et là on attaque à des morceaux un peu plus intéressants aussi, en termes de top ou de flop. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si c'est un top ou un flop pour Ronaldo. Mais là, on se rend compte qu'on arrive sur quoi? Sur ce bon vieux Jackie Grealish. Jack Grealish, premier du nom, qui arrive d'Aston Villa jusqu'à Manchester City, et pas United, calmez-vous. United arrivera peut-être un peu plus tard. Mais voilà, Jack Grealish qui arrive d'Aston Villa jusqu'à Manchester City, des Villains jusqu'aux Sky Blues. Et on se demande à ce moment-là pourquoi. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Jack Grealish était un très bon élément d'Aston Villa à ce moment-là. Aston Villa qui était à ce moment-là déjà sur la pente ascendante. Hein, quand bien même actuellement c'est peut-être les meilleurs résultats qu'ils ont eu ces dernières années. Aston Villa était déjà depuis quelques temps sur une pente assez ascendante vers un succès que Unai Emery du coup a pu vraiment capitaliser. La saison n'est pas encore finie, mais c'est quand même déjà des choses intéressantes que l'on voit actuellement. Mais ne parlons pas d'actuellement, parlons surtout du passé. Parce que lorsque Jack Grealish s'est envolé du coup pour Manchester, nombreux sont les personnes qui lui sont tombées dessus. Pourquoi? Parce que forcément Pep Guardiola, tout Pep Guardiola est-il, nous ramène un joueur quand même assez âgé en fait, 27 ou 28 ans quand il est parti, jusqu'à son City actuel où les places étaient déjà bouchées en fait. T'avais déjà 4 ou 5 personnes pour plus ou moins le même rôle, et quand tu te rends compte qu'il se passe cela en 2021, bah tu te dis au final, est-ce que ça va vraiment servir? Alors que t'as déjà des Bernardo Silva, t'as déjà des Riyad Mahrez, t'as déjà encore des Gabriel Jesus, t'as encore des Sterling aussi, il me semble qu'il n'était pas encore parti. Voilà, t'as plein de joueurs qui sont encore présents, et où tu te dis, bah si tu prends encore Jack Grealish à 122 millions d'euros, enfin 117 millions de livres, mais voilà, encore une fois, c'est pas les vrais chiffres. Tu te dis, est-ce que vraiment ce joueur va arriver à capitaliser dessus? Est-ce que vraiment il va arriver à donner peut-être ce supplément d'âme dont a besoin Manchester City pour, à ce moment-là, franchir la dernière étape et aller chercher du coup cette Ligue des Champions? À ce moment-là, on ne le savait pas, ils l'ont fait après, donc forcément c'est plus intéressant, mais c'était peut-être le joueur qu'il leur fallait au final, parce que ça a fonctionné, ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais c'était dur, non sans peine que Pep Guardiola a dû ramener ce joueur-là dans son antre, hein, pour en faire le joueur qu'il a actuellement. Est-ce qu'il a progressé ou non? À vous de le dire, je suis pas non plus un spécialiste de Jackie Grealish, néanmoins je peux quand même vous dire que de ce que j'entends et de ce que j'ai lu quand même pour cette vidéo, je peux vous dire que dans son apport et dans son registre, Jack Grealish est quand même intéressant et épanoui dans le système de Pep Guardiola, quand bien même justement il permet d'avoir cette stabilité, cette recherche d'espace, cette recherche de duel et aussi cette verticalité que recherche du coup Pep Guardiola dans ces 1-2, dans ce retour pour gêner l'adversaire, appel contre appel, etc. C'est des choses intéressantes qu'aime Pep Guardiola, quand bien même ce n'est pas non plus un ailier de percussion qu'est allé chercher hein, Pep Guardiola avec Jérémy Doku, ou un joueur qui casse des leads aussi, comme l'est un Julian Alvarez, des attaquants quand même. Mais voilà, encore un transfert assez intéressant à analyser, forcément. On arrive peut-être sur le joueur que vous attendiez tous. Vous saviez que quand on parle de top 10 des transferts, on allait aborder le sujet du joueur le plus critiqué sur son passage après tout ce qui s'est passé auparavant. Je vous remets la scène, tac, Back to the Future. Antoine Griezmann, été 2018 environ, fait une vidéo, parce que tout le monde du coup l'imagine déjà partir vers le FC Barcelone. Antoine Griezmann fait une vidéo où il explique clairement que non, je ne partirai pas de l'Atlético Madrid, parce que c'est mon club de cœur, etc., et tout ce que tu veux. Coup de théâtre, un an après, il se passe quoi? Il part au final. Il part et il rejoint les Blaugrana contre 120 millions d'euros. Est-ce que c'est un coup de com' pour faire en sorte d'avoir ce qu'il voulait? Est-ce que c'était médité et prémédité pour faire en sorte d'avoir ce qu'il voulait? Ou dans tous les cas, il s'en est terminé ainsi, c'est-à-dire que il a eu ce qu'il voulait, le Blaugrana a eu ce qu'il voulait, et l'Atlético a eu ce qu'il voulait. Donc au final, si on parle juste du transfert
là, du transfert, on dirait que je suis Unai Emery, la concurrence. Le transfert en lui-même, c'était un bon transfert parce qu'il y a eu ce qu'il devait y avoir, c'est-à-dire qu'il y a eu, voilà, le club qui a pris de l'argent, le joueur qui est parti dans son club qu'il voulait, et le club acheteur qui a eu le joueur. Maintenant, après coup, on est tous d'accord, je pense, qu'il n'y a même pas de question à avoir, hein, pour dire que c'était un flop. Malheureusement, Antoine Griezmann au FC Barcelone était un flop. Il n'est pas resté longtemps, d'ailleurs, il me semble qu'il est resté qu'une saison. Il a fait ce qu'il a fait, pas été dans le meilleur Griezmann, quand même ce soit Griezmann, mais il voulait jouer avec Léo Messi, il l'a fait, il a eu son petit moment. Maintenant, malheureusement, il a aussi raté l'occasion, raté la marche. Peut-être qu'elle était trop haute, peut-être qu'elle était ce que vous voulez, mais malheureusement, ça n'a pas donné le feu que l'on s'attendait, mais davantage un feu de paille. Antoine Griezmann n'a jamais pu montrer le joueur qu'il est, et le grand joueur qu'il est actuellement d'ailleurs, à l'Atlético de Madrid. On arrive dans le top 6 avec ce bon vieux Enzo Fernandez. Et oui, vous imaginez bien que Chelsea, tout Chelsea qu'ils sont, a quand même aussi bien dépensé. Ils méritaient leur place dans ce top. Et vous imaginez bien aussi que ce n'est pas le seul joueur qui sera dans le top. Hein. Voilà, bref, on parlera de ça après. Enzo Fernandez est peut-être le joueur le plus agaçant du top, parce que lui aussi a clamé son amour pour son club de cœur. Quelques temps avant de partir, sauf que lui c'était une semaine avant. Voilà. Grisou, il a quand même fait un an avant, il me semble. Lui, c'était une semaine avant. Voilà, une semaine avant, il dit que je ne partirai pas de Benfica, c'est mon club, etc., etc. Benfica, voilà. 2 jours après, c'est ciao. Le petit vol est réservé. La petite maison est achetée. À voir s'il confirme tout son talent. Actuellement, il est sur des bonnes performances. Il a quand même 2-3 moments où il a un peu ce syndrome, comment dirais-je, du héros, où il veut faire le jeu pour lui-même. Et étant donné que son rôle n'est pas encore réellement défini, parce que, on va dire que ce bon vieux Pochettino n'a pas encore trouvé la bonne formule, on se rend compte que, comment dire, des fois, il veut prendre le jeu à son compte. Et jouer davantage comme un 10, comme un Gallagher, plus ou moins, qu'un 8, voire un 6, un peu comme un Moises Caicedo. Et c'est ce qui fait que, justement, il est un peu critiqué par rapport à ça. Il a déjà d'ailleurs un rôle majeur à Chelsea, alors qu'il vient à peine d'arriver, et justement, c'est aussi ce qui fait que on est encore en train de savoir si vraiment son transfert vaut le coup ou pas. Néanmoins, on sait que ce sont des choses sur lesquelles on va devoir réfléchir, tous ensemble, pour savoir si oui ou non Enzo Fernandez a été ou est plus ou moins le joueur qu'il faut pour ce Chelsea actuel. N'oublions pas, 121 millions d'euros. 121 millions d'euros quand même pour un joueur qui a fait que 1 ou 2 saisons au plus haut niveau, c'est quand même quelque chose. Voilà. Continuons avec un joueur qui est aussi passé par Chelsea. On continue et on arrive vers des joueurs que tout le monde aussi a pu voir éclore et aussi a pu voir un petit peu sortir du lot. Joao Félix, je sais pas pourquoi je mets un chat à la fin. Joao Félix, sorti lui aussi, d'ailleurs en plus de ça, sorti de la classe portugaise, en l'occurrence Benfica. Joao Félix, pardon, s'est envolé en 2018-2019 pour l'Atlético de Madrid, lui par contre, pour justement goûter au plus haut niveau, à la Ligue des Champions, à l'adversité et au Simeone Ball, pour faire en sorte de montrer si oui ou non il méritait d'avoir ce surnom qu'il avait d'ailleurs quand il était encore au Portugal, de futur grand du football mondial, et pour faire en sorte d'aller titiller peut-être, à ce moment-là on ne savait pas, hein, un petit Cristiano Ronaldo, et faire en sorte voilà, d'en trouver un petit peu de lui là-dedans. Beaucoup de talent, beaucoup de choses intéressantes en lui, beaucoup de fougue, de jeunesse et d'amour du football. Mais peut-être, et je pense qu'on est aussi beaucoup à s'attarder là-dessus, que la marche était trop haute et trop jeune aussi. Joao Félix avait 19 ans quand il est parti. Il faut aussi prendre en compte le fait que à ce moment-là, il est encore voilà, dans le côté où il joue au football parce qu'il aime le football et pas parce que c'est son métier, comme d'autres footballeurs le font actuellement. Et justement, on s'est rendu compte que Joao Félix avait aussi ce petit côté-là où il n'avait pas le mental, forcément, pour s'acclimater à l'antre de l'Atlético Madrid et à la pression du plus haut niveau. Non pas qu'à Benfica il n'y ait pas de pression, néanmoins la pression est tout autre. Tu passes d'un club
titulaire et un club majeur de Liga NOS, je crois, à un club, quand bien même incroyable soit-il, mais un club tout du moins majeur de Liga BBVA, mais qui n'a pas les places majeures auprès des gens, à cause du FC Barcelone et du Real de Madrid. Du coup, c'est plutôt voilà, un club poil à gratter, comme on dit, un club qui va être là un petit peu pour titiller. Hein. On va titiller le Barça, on va titiller le Real, des fois ça fonctionne, 2019-2020, il remporte du coup le titre. Néanmoins, voilà, il y a des finales perdues, il y a toutes ces choses-là qui font que ils ont aussi ce rôle d'éternel second, voire troisième en Liga BBVA. Mais c'est quand même 127 millions d'euros qui prouvent que, au final, avec un regard extérieur, encore un talent gâché, encore de l'argent qui a été mis sur un joueur qui n'a pas performé malgré les attentes qu'il y avait autour de lui. Continuons un petit peu. Il y a un joueur où on va aller très vite parce que malheureusement, ça c'est l'erreur de parcours majeure et l'erreur de parcours primordiale. On arrive sur Philippe Coutinho. Et pourquoi on ne va pas s'attarder dessus? Parce que c'est vraiment typiquement l'histoire d'un supporter qui adore un club, qui adore l'essence autour de ce club-là, qui adorerait y jouer, qui montre à Liverpool des bonnes choses, des belles choses, et qui montre qu'il a l'essence et la volonté de faire des choses, mais qui, en arrivant à la pression, face à la pression et face aux problèmes, que malheureusement la marche est trop haute, que malheureusement les choses sont trop compliquées, et que surtout malheureusement, quand on se rend compte qu'on est un très bon joueur pour son club, mais qu'on est un joueur moyen pour le club, et tout peut en finir en fait. Philippe Coutinho jouait plus ou moins 8-10, on va dire ça comme ça, quasiment sur un côté à Liverpool. Il avait son style de jeu, il avait sa marque de fabrique, ses petits dribbles, son centre de gravité bas, etc., etc. Mais quand tu arrives au FC Barcelone et qu'il y a déjà un Léo Messi à côté de toi, qu'il y avait encore à ce moment-là la MSN, et que surtout tu te dis que tu vas devoir te frotter face à des gabarits, face à des équipes qui, quand même, on parle quand même de la première ligue, hein, ça y va, mais des équipes qui n'ont pas le même style de jeu, qui n'ont pas la même volonté de jeu et qui ne vont pas aller au contact, et tu te retrouves à te casser les dents, à ne plus jouer dans ton rôle, à ne plus jouer du tout, et à devoir après, plus tard, t'exiler dans des clubs plus ou moins mineurs, avec par exemple, comme il avait fait après, Aston Villa, avec le Bayern Munich, tout grand Bayern Munich qu'il était, il n'a pas eu non plus la renommée qu'il avait quand il était encore Liverpool FC. Malheureusement, Philippe Coutinho est aussi un flop de ce classement. Le top 3, forcément. Pourquoi? Parce que le top 3, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Le top 3, c'est quoi? Le top 3, c'est d'abord en premier lieu, on a Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui est un des cracks dimensionnels les plus impressionnants qu'on a vu dans le football moderne. Déjà de base à Rennes, puis petit à petit à Dortmund et aussi au FC Barcelone. Mais quand on se dit que le FC Barcelone a mis quasiment 140 millions, 100 millions plus 40 millions avec bonus, sur ce joueur et que ce joueur-là leur a rendu comment? Avec des prestations une fois intéressantes, une autre fois très compliquées, pour ne pas dire cataclysmiques, on se dit que ce talent-là a été gâché aussi. On se dit que encore un énième talent qui a posé ses valises au FC Barcelone, après Philippe Coutinho, après Antoine Griezmann, mais qui ne connaîtra jamais la douce mélodie d'un moment savoureux sur le long terme, mais que par bribes, encore une fois, que par moment, par période. Ousmane Dembélé qui a quand même fait longtemps au FC Barcelone, il est arrivé en 2017, il est parti qu'en 2023, très récemment. Mais Ousmane Dembélé qui a aussi gâché son talent, parce que 6 ans c'est quand même long dans la vie d'un footballeur, et qu'on estime que s'il a été parti autre part, ou s'il était juste resté au Dortmund FC, il aurait eu une carrière peut-être plus intéressante, peut-être gorgée de trophées, et surtout, par contre, avec davantage de matchs joués, forcément, pour lui. Maintenant, il est au Paris Saint-Germain, on va voir ce qu'il en est. Il fait un début de saison quand même intéressant, mais il n'arrivera peut-être jamais à gommer ses erreurs, à gommer ses imperfections et à gommer son manque de lucidité peut-être dans le dernier geste. Mais on gardera quand même un Ousmane Dembélé qui aura fait ce qu'il a fait, ce qu'il a pu au FC Barcelone pendant ces 6 années. Vous connaissez les deux premiers, c'est pour ça qu'on ne va pas non plus énormément en parler parce que la vidéo est déjà assez longue. Mais le numéro 2 est un joueur qui, forcément, a fait parler de lui et continue de faire parler de lui. Kylian Mbappé, Mbobutu, Kylian Mbappar, Kiki,
de Bondy, Mbuscut, ça c'est pas moi, forcément est aux côtés de Ousmane Dembélé, un des joueurs les plus chers de l'histoire du football, et qui a lui aussi, malheureusement, eu cette étiquette pendant longtemps de joueur très cher pour malheureusement un retour sur investissement plus ou moins quelconque jusqu'à ce qu'il passe ce moment où voilà, il a lâché les chevaux, il est devenu cette star planétaire. Mais, je tiens quand même à dire quelque chose qui est important pour moi, c'est que quand on analyse son transfert, comme les autres, comme on l'a fait depuis le début, sur le côté vraiment analytique de la chose, est-ce que vraiment Kylian Mbappé vaut ces 180 millions d'euros quand on sait qu'il a été recruté pour aller chercher des titres en Ligue des Champions, plutôt en Europe on va dire, mais voilà, vous avez compris. Parce qu'au final, c'est toujours pas de Ligue des Champions pour Paris, il va peut-être partir d'ailleurs sans Ligue des Champions ramener pour son club de cœur, comme il dit. C'est beaucoup de titres nationaux, hein, peut-être tous les titres, enfin forcément tous les titres qui ont été glanés, encore que des moments, ils ne les ont pas gagnés alors qu'il était là. C'est des titres sur la scène mondiale pour lui-même, hein, d'un point de vue personnel, d'un point de vue en soliste. Mais derrière, Kylian Mbappé ne sera jamais le joueur qu'il voulait être en arrivant au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire un joueur qui va ramener la Ligue des Champions, c'est-à-dire un joueur qui va ramener cet élan, cette envie, cet amour pour ce club-là, parce que justement, malgré qu'il ait ramené beaucoup de titres nationaux, il a failli dans sa tâche, et de nombreuses fois dans les matchs, malheureusement, à enjeu, c'était peut-être un des pires, mais à la fin, on se rend compte de quoi? Que ce joueur-là n'avait pas le mental, la volonté, et surtout peut-être ces petites choses-là qui font que dans les matchs importants, comme un Zlatan Ibrahimovic avait, et comme Neymar avait aussi, et bah ça change en fait. La frappe qu'il fait contre Neuer en finale de Ligue des Champions, le match qu'il fait contre Manchester United, plein de petits matchs où tu te dis, bah au final, c'est un très bon joueur pour la Ligue 1, un gros poisson dans une petite mare en Ligue 1, mais un petit poisson dans une grosse mare en Ligue des Champions. Pour finir, oui, qui d'autre que Neymar, forcément, en premier de cette liste, parce que c'est peut-être le joueur qui a le plus suscité la haine et l'a cristallisé surtout ce côté du football business avec les 222 millions d'euros qui ont été payés pour s'attacher ses services et avec tout le côté démago du football quand il a été recruté. Fort d'une première saison ou si peut-être premier mois, il me semble qu'après il se blesse directement. Incroyable, il faut être honnête, avec des gestes, une attitude, une volonté et une facilité à jouer au football qu'il avait. Mais derrière, tout le côté Neymar, le dark side de Neymar qui lui a valu cette étiquette de joueur bling-bling, qui, encore une fois, comme Kylian Mbappé, hein, vole sur la Ligue 1, mais derrière n'arrive pas à prouver par des prestations plus solides, parce qu'il en a fait quand même des prestations solides. Hein. On se rappelle le match contre le Bayern Munich, le match contre Dortmund, des matchs comme ça où il sortait des choses intéressantes. Mais on sait aussi que voilà, lui aussi a failli de par les blessures, de par les polémiques surtout. Bruma, les carnavals, les anniversaires, etc. Toutes ces choses-là qui ont fait le poker aussi. Toutes ces choses-là qui ont fait que Neymar a toujours été cet éternel joueur frustrant. Parce que adulé de beaucoup de personnes, vouant un amour profond pour ce joueur et pour tout ce qu'il transmet de par son aura et sa facilité dans le football. Peut-être un des plus grands gâchis du football, hein, peut-être pour certains. Mais derrière un homme, un être humain et aussi un footballeur qui est peut-être un des plus ambivalents du football. Parce que Neymar, qu'on se le dise, soit on aime, soit on déteste. Voilà les amis, cela termine notre top 10 des joueurs les plus chers du football européen. Et surtout, savoir si ces transferts ont été bénéfiques ou non pour les clubs et si ces joueurs ont su avoir les épaules assez solides pour sortir de l'étiquette de joueur le plus cher. Passez une bonne journée, c'était intéressant à faire et surtout c'était intéressant à débattre. C'était Sanka, ciao.